VAR les coulisses à présent, la crise de l'arbitrage. Encore des erreurs hier dans les matchs à rattraper. Un carton rouge hallucinant, un pénalty inexistant accordé, un pénalty qui aurait dû être accordé qui n'a pas été sifflé. Bref, c'est le grand bazar qui continue. Ce soir, nous vous proposons le témoignage d'un ex-arbitre, c'est Saïd N'Jimi. Nous avons joint notre consultant en début de soirée plutôt. Alors, premier extrait, la clé de cette crise, c'est que pour Saïd, il existe une compétition entre l'arbitre de champ et l'arbitre du VAR. Les détails, Saïd N'Jimi. Je voulais vous parler du VAR, qui me semble être une véritable difficulté, ou en tout cas la manière dont est organisé le VAR en France. Ce système aujourd'hui est à la fois injuste, mais également pervers. Injuste parce que dès lors que l'arbitre est appelé par le VAR, il sait qu'il risque une sanction. En effet, si jamais il change son interprétation sur le terrain, l'arbitre sera sanctionné. À l'inverse, si jamais le VAR n'est pas suivi par l'arbitre central, eh bien c'est le VAR qui est sanctionné. Donc on a un véritable système qui est basé d'abord et avant tout sur la sanction et qui naturellement fait craindre aux arbitres une mauvaise note en fin de match. Et comme les arbitres sont classés selon leur notation, c'est loin d'être évident d'être sur un système basé sur la sanction. Il est aussi pervers, puisque dès lors qu'on a deux arbitres qui sont collègues, qui sont tous les deux arbitres de Ligue 1, eh bien c'est extrêmement difficile pour l'arbitre VAR d'appeler son collègue, en sachant que l'un ou l'autre pourrait être sanctionné comme je le dis tout à l'heure. Et après, bien sûr, les mauvaises langues pourraient éventuellement dire que ça peut être volontaire de la part d'un arbitre VAR, mais n'allons pas jusque-là, je n'y crois absolument pas. Mais en tout cas, le système, comme je le dis à l'instant, est à la fois injuste et pervers. Il faut absolument ramener de la sérénité et proposer un système qui soit basé sur la bonification, autrement dit, les arbitres qui utilisent très peu le VAR, et qui donc ont de très bonnes décisions sur le terrain et qui donc ont l'œil pourraient obtenir une bonification pendant que les autres arbitres qui utilisent le VAR ne devraient être regardés que comme des hommes qui ont envie de ramener l'équité entre les clubs. Et c'est bien l'objectif de notre football, c'est de pouvoir être certain que les arbitres ramènent l'équité grâce à la VAR. Premier témoignage de Saïd N'Jimi. Est-ce que vous comprenez mieux parfois les bugs, le fait que vous êtes devant votre télé, il y a un penalty qui devrait être accordé, il ne va pas consulter le VAR, il va machin, etc. Est-ce que c'est une coulisse qui vous permet finalement de comprendre? On l'avait dit il y a longtemps, mais c'est vrai que ça n'a peut-être pas été suffisamment évoqué. Ouais. Si l'arbitre est appelé par la VAR et qu'il est donc un peu déjugé ou qu'on dit voilà ton action truc, il perd des points. Ouais. Il est sanctionné. Ouais. Et ça ne devrait pas exister. Non, et donc, évolué, il y a des gens dans la VAR qui n'aiment peut-être pas spécialement l'arbitre là, bon, enfin, on ne sait pas. Quand Saïd dit « je n'ose y croire », enfin bon, ben, d'accord, ok, l'être humain, c'est vrai. Et tellement... Et surtout, il dit, il y en a avec qui il va être cul et chemise, et pour ne pas le mettre en difficulté, là où il pourrait l'appeler, et c'est vrai qu'avec Turpin, à plusieurs reprises, il n'est jamais appelé Turpin. Le penalty, la faute de Minamino hier, contre Lille, quoi, Monaco-Lille... Jérôme Brizard dans le VAR. C'est impossible que le VAR n'appelle pas Turpin. Ah, c'est voilà. impossible qu'il ne le voit pas. Ce genre d'action, forcément, il va regarder, il va dire il s'est passé quelque chose. Ça veut dire ça veut dire que eux, Jérôme Brizard, accepte lui d'être mal noté en tant qu'arbitre VAR pour que Turpin soit bien noté. Ouais. C'est ça il le protège, quoi. Mais il le protège à son insu. Ouais, mais des fois, ça passe. Tu dis, Ben oui, mais en tout cas, moi, je suis pas sûr que ça enfin, à un moment, j'y ai cru, c'est vrai. Par rapport à Turpin, on avait fait des débats là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Et je pense que c'est le système qui est complètement à repenser. Pas parce que les arbitres ont la volonté de protéger leurs collègues, mais parce qu'en fait, le fait qu'ils soient notés... la notation. La notation. En fait, oui, voilà. On a un truc aussi, Saïd nous parle de la notation. Je vous coupe et après vous nous dites si vous êtes, si les infos que vous avez correspondent au témoignage que vous allez écouter. Problématique donc, la notation. Un arbitre est noté à chaque match, mais c'est après que ça se complique. Écoutez bien, Saïd N'Jimi. Les arbitres de Ligue 1 sont notés de 0 à 10 à chaque match selon le barème établi par l'UEFA. Encore une fois, tout va bien jusqu'ici parce qu'on pense qu'à la fin de la saison, c'est l'addition des notes qui va permettre de créer le classement du premier au dernier. Et malheureusement, le dernier ou les deux derniers sont rétrogradés en Ligue 2. C'est totalement naturel en regard de la compétition. Mais c'est pas tout à fait ça, puisqu'en fin de saison, les arbitres, malgré leurs notes,
sont classés dans 3 groupes. Le groupe 1, là où on retrouve les plus expérimentés et les plus reconnus. Le groupe 2, là où on pense que ce sont des arbitres rompus à l'exercice ou qui sont en devenir. Et enfin, le groupe 3, où on trouve les arbitres qui sont susceptibles d'être rétrogradés. Et c'est dans ce groupe que la DTA, la Direction technique de l'arbitrage, et la Commission fédérale des arbitres, qui est l'organe politique qui gère l'arbitrage, décident de qui sera rétrogradé. Et ce n'est pas malheureusement uniquement en fonction des notes. Donc, en début de saison, c'est comme si on disait à Brest, qui aujourd'hui fait une saison exceptionnelle, vous ne pourrez pas terminer au-delà de la 13e ou de la 14e place. Ce qui est un non-sens si jamais on veut favoriser la compétition. Et à mon époque, et non pas pour jouer l'ancien, c'était uniquement les notes qui permettaient de classer les arbitres en début de saison. Et je savais, moi, en début de saison, que si jamais j'avais été performant sur l'ensemble de la saison, ben je pouvais avoir la chance d'accrocher une place d'arbitre international. Et c'est comme ça que j'ai pu le faire dès la 2e saison. C'est ce qui est aussi de nature à permettre aux arbitres d'être convaincus en début de saison qu'ils ont vraiment une chance nette, claire et précise, uniquement sur leur performance de terrain, d'arriver au plus haut niveau. Ça oblige aussi les arbitres d'une certaine manière, et c'est encore un côté un peu pervers de la chose, d'être discret, le plus proche possible des instances, ce qui ne facilite pas naturellement la possibilité de s'exprimer par exemple après les matchs, ou encore de donner le meilleur de soi sur le terrain, parce qu'on n'est pas sûr que c'est uniquement la performance sportive qui va faire la différence. Non, mais je savais pas tout ça en fait. Ouais, et ce qu'il dit. Donc groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe élite. C'est encore plus catastrophique que ce que je pensais en fait comme système. Et je comprends l'omerta en fait. Et le mal-être surtout des arbitres, parce que on parle avec eux, parfois on les croise par exemple à l'hôtel, etc. après les matchs. C'est des gens avec qui on arrive à parler, non mais sans problème, et ils ont des choses à. Parfois, il y en a certains, ils ont envie de vider leur sac parce qu'ils disent on n'en peut plus, c'est trop dur en fait, on n'est pas bien débriefé. Chaperon, par exemple, quand il était arbitre. Ouais. On avait l'impression qu'il était imbuvable. Quoi. Et là, comme consultant, il est extraordinaire sur Canal. Je le trouve drôle, je le trouve pertinent, mais j'avais pas du tout ce regard-là sur lui. Après, je suis pas non plus complètement surpris par l'attitude des arbitres quand ils sont en fonction. Parce qu'il suffit de voir ceux qui les... Leur côté petit chef ? Non, mais voilà, oui, le côté petit chef. Mais c'est un peu... Ça dépend lesquels. Je trouve que c'est un peu culturel quand même dans l'arbitrage. Alors effectivement, il y en a qui arrivent un peu à s'échapper, à s'arracher à ça. Mais il y en a quand même une majorité qui ont un côté petit chef, en tout cas qui l'ont eu, peut-être de moins en moins, mais il y en a eu beaucoup. Oui, c'est pas l'élément fondamental, quoi. Ça se perd un peu, ça va, ça s'arrange, quoi. Non, mais tu vois, je trouve que... je suis pas d'accord avec toi. Non, mais même s'ils n'étaient pas petits chefs, tout ce qu'on t'a expliqué, ça veut dire que c'est impossible. Oui, mais le côté petit chef, des fois, efface leurs compétences. Par exemple, on a tous le sentiment que les arbitres anglais sont les meilleurs au monde et qu'ils sont super parce qu'ils sont ouverts. Mais ils font autant d'erreurs. On les a beaucoup salués quand même. On a beaucoup vu leur qualité. Anthony Taylor, Michael Oliver. Le nombre d'erreurs qu'il y a en Angleterre, c'est bien pire. Oui, mais ça parle pas de ça. C'est l'image qui renvoie. C'est l'image qui renvoie. C'est l'image qui renvoie ici. Oui. Mais quand vous voyez aussi pas mal de débats sur l'arbitrage en Angleterre. Pour revenir. Ouais, mais les joueurs sont pas respectueux en France comme en Angleterre. Il se passe 2-3 petits trucs du côté de Marseille, on se tient au courant, mais ça, dans quelques minutes. Juste avant la pause, on était en suspens. Ah bah là, on parlait de l'arbitrage, on parlait de la crise en Angleterre. Les arbitres sont mieux considérés, mais c'est facilité aussi par le fait que les joueurs, d'une manière générale, même si ça a évolué quand même dans le mauvais sens, le fait qu'il y ait plein d'étrangers qui arrivent aussi... avec leurs défauts, si tu veux, de contestation, de ceci, cela, mais ils se mettent un peu au diapason. Et les arbitres, par exemple, peuvent convoquer 2 joueurs, discuter tranquillement avec les 2 joueurs, tu vois, en leur disant, voilà, ceci, cela, alors que les autres ne viennent pas. Et c'est plus facile pour eux. De même que je pense que c'est plus facile pour les arbitres français d'arbitrer en Coupe d'Europe. Parce qu'en Coupe d'Europe, les joueurs sont quand même plus respectueux. Ils sont vus par le monde entier et ils savent comment. C'est très compliqué en France avec les joueurs qui trichent toutes les 3 secondes. Prenons l'exemple du 2e carton de Marseille pour Montbagna. Bon, il y a quand même le Niçois qui peut se relever dans la seconde. Tu vois, ou 10 secondes, on va dire, mais qui reste 2 minutes, peut-être 3 minutes à se faire soigner pour influencer, etc., etc. Et c'est systématique. Et moi, il me semble que
Alors, ça n'enlève rien à cette histoire de connotation, tu vois, de petit arrangement entre amis et tout. C'est vrai que le système, il est mal fait. Que si la VAR, elle est là pour t'aider. Alors, si tu es pénalisé parce qu'elle t'aide, ça n'a pas de sens. Et puis, ce que disait Saïd aussi pour les notes, quoi. Si tu es dans la première catégorie, donc tu ne peux pas redescendre. Non. Si tu es dans la troisième catégorie, là, c'est la guerre. Voilà. Et vu les enjeux financiers qu'il y a maintenant, bah, tu changes de vie, quoi. Parce que tu gagnes 120 000 euros par an, ou sensiblement, c'est un petit peu la donne, et encore pour ceux qui ne sont pas internationaux. Si tu arrives en Ligue 2, si tu as fait des prêts, il faut faire attention. Mais pour revenir à la France, je trouve que, tu vois, Verretou qui réclame un penalty, il n'y a rien, il y a machin, systématiquement. Non, mais c'est-à-dire, chaque fois que c'est un poil litigieux et tout, tu as 4-5 joueurs autour de l'arbitre. Comment tu veux qu'ils s'en sortent, quoi, quelque part, tu vois? Je pense que si tout le monde, dans l'état d'esprit... Regarde, maintenant, le championnat est à 18. J'ai vu, tu as 15 clubs sur 18 qui sont concernés par quelque chose. Il reste 4 journées. Entre ceux qui sont concernés par la descente et entre ceux qui sont concernés par une éventuelle Coupe d'Europe, jusqu'à la 7e place, tu en as 15. Ça veut dire qu'il n'y en a que 3, Montpellier, Toulouse et un 3e qui ne me vient pas à l'esprit. France, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est encore le vrai ventre mou. Ils sont pas très loin. Strasbourg. Hein. Donc, ça va être terrible. Strasbourg. Ouais, peut-être Strasbourg. Voilà. Non, mais la tension va être terrible, si tu veux. Et l'arbitre, comme tu fais un mauvais contrôle, tu trucs. Et avec l'apparition de la VAR, tu as le sentiment qu'il ne peut plus se tromper. Normalement, puisque tu as la vidéo, etc. et tout. Or, Minamino, tu vois, contre Lille. Le penalty pour l'OM, où tu sens la compensation, tu vois. Tu as dit un truc très important sur le fait que l'arbitre soit sanctionné s'il a recours au VAR. Oui. Et en fait, le VAR, on l'a mis justement pour les aider, comme tu as dit. Oui, et ça devrait être, à l'inverse, valoriser un arbitre qui se trompe en disant, voilà, moi, comme... Non. Attends. Ouais. Attendez, Hervé, non, mais j'ai compris. Oui, il a compris. Mais il voit pas, il est masqué et tout, etc. Ah non, mais ça c'est un élément. Il siffle un penalty parce qu'il pense de ce qu'il a vu qu'il y a penalty. Le VAR lui dit non, il n'y a pas penalty. Il y va. Il dit effectivement, je me suis trompé, il n'y a pas penalty. Pour moi, ça, c'est valoriser l'arbitrage. Non, mais ça, en général. Mais ça fait partie des nouvelles règles. C'est-à-dire que si effectivement tu es masqué, là. On l'a. Anthony Gauthier, qui était interviewé par Giovanni Castaldi, c'était le 3 août dernier. Là, tu n'es pas sanctionné. Attendez, l'assouplissement, oui, mais l'assouplissement du VAR cette saison, c'est quoi? On y va. Anthony Gauthier, rencontré par Giovanni Castaldi. Ce qui est prévu pour cette saison 2023-2024, c'est évidemment qu'il n'y ait plus nécessairement d'impact sur la notation pour un arbitre qui aura recours à l'assistance vidéo. Donc aujourd'hui, nous avons la situation d'un arbitre qui va devoir utiliser la vidéo parce qu'il a fait preuve d'un manquement technique sur le terrain, par exemple un mauvais déplacement, une mauvaise position, une mauvaise collaboration avec ses arbitres assistants. Et dans ce cas-là, il y aura nécessairement un impact sur la note. Mais de l'autre côté, il y a des situations sur lesquelles vous avez un arbitre qui est bien placé, qui a respecté une expertise technique telle qu'elle lui était demandée. Mais sur cette situation, il était clairement impossible à l'arbitre de détecter l'infraction qui a été commise. Et bien, dans ce genre de contexte, il n'y aura plus d'impact sur la notation. C'est une question de bon sens, en fait, parce que, j'ai envie de dire, l'assistance vidéo, c'est un outil d'aide à la décision pour les arbitres. Et à mon sens, ça ne doit pas être une crainte pour l'arbitre d'avoir recours à l'assistance vidéo. Ça, c'est une précision utile. Mais est-ce que ça répond aux questions qu'on a vues, qu'on a vécues? Les pénaltys pas sifflés, les pénaltys accordés, les pénaltys choses comme ça, même on va consulter le VAR. Est-ce que la règle est bien, mais dans les faits, elle est dépassée cette règle? Olivier Rodriguez. Il y a un élément dont personne n'a parlé ce soir. On parle de la VAR, de l'utilisation des images, du système concurrentiel qui se dévore lui-même, tout ça j'ai entendu, mais on a oublié un élément essentiel, c'est la sensibilité de l'arbitre. Et pour donner un autre nom un peu plus pompeux et peut-être un peu irrespectueux, c'est la culture foot de l'arbitre. Parce qu'on est tous devant nos écrans et régulièrement, on se rend compte que certaines décisions sont prises peut-être en vertu du règlement, mais souvent en dépit du bon sens. Et l'esprit du jeu, c'est autre chose. Et ça, je trouve que, ici, personne n'en a parlé ce soir, c'est pour ça que je mets le débat sur le tapis, mais je trouve que ni Anthony Gauthier, ni les instances fédérales n'en parlent. Alors, j'ai pas vraiment de solution, mais en tout cas, sur l'esprit du jeu et la sensibilité. Moi, j'ai une solution. Oui, mais tu prends des... Oui, mais la solution. Il y a une solution, c'est comme dans le rugby,
sonoriser les échanges entre les arbitres. Déjà, ça nous ferait avancer par rapport à ça. Parce que oui, mais s'il n'a pas l'esprit du jeu, il y a d'autres trucs dont tu te rends compte depuis la position qui s'exprime bien. S'il n'a pas le sens du jeu, on pourrait comprendre beaucoup de choses. Et il y a d'autres choses dont je me rends compte personnellement depuis l'arrivée du VAR. Par exemple, je te donne un exemple. Un arbitre qui siffle un corner. On se rend compte tous sur le ralenti qu'il n'y a pas corner, qu'il y a 6 mètres. Oui. Regarde, à chaque fois, sur le corner, il siffle faute. Ah ben bien sûr, mais ça c'est un truc vieux comme le monde. Non, c'est pas vieux comme le monde, mais comme il a... Non, c'est depuis le VAR, parce qu'avant, il ne sifflait pas corner. Non, mais si, mais après, il y a quand même des images. C'est le mec qui lui dit. Non, mais même s'il n'y a pas la VAR... Oui, le mec lui dit. Bah oui, parce que lui, il l'a pas vu. Et Saïd te le dirait. S'il sent justement sentir le jeu, il dit, pour lui, il y a corner, mais il a quand même un doute. Et puis il voit la réaction des joueurs, parce que tu sens aussi ceux qui sont un peu sincères, ou qui truc, truc et tout, bon truc. Et il se dit, merde, alors là, j'ai un gros doute. Donc, il faut surtout pas qu'il y ait but là-dessus. Donc, comme tout le monde se tient, se touche un peu, le ballon truc, hop, il siffle. Comme ça, il est peinard, affaire réglée. C'est bien, mais c'est insupportable quand même. Mais d'un autre côté, on peut les comprendre. Non, mais là, c'est un petit truc de... Pardon, mais si on n'avait que ça, si on n'avait que ça, je pense qu'on ne serait pas là depuis 20 Hervé Penaud. Sur l'histoire d'avoir une sensibilité foot, oui, d'accord. Mais on s'aperçoit que d'anciens joueurs qui sont arbitres, par exemple Angoula qui est arbitre, ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux. Rodolphe, Rodolphe et Angoula, Et parfois, les critiques qu'on entend, on ne parle pas de ça. On ne se dit pas, tiens, on sent qu'il a été joueur. Donc ça ne veut rien dire. Il faut déjà bien arbitrer, c'est effectivement avoir une sensibilité, sentir un peu le football, ça, on peut le comprendre, mais il n'y a pas besoin d'avoir été un joueur de haut niveau non plus pour ça. Non. Parce que c'est pour ça que j'ai parlé de culture foot. D'une certaine manière, une sorte de culture foot. Mais quand on parlait des notes sur l'utilisation du VAR, il y a une forme de logique aussi. À être sanctionné si on utilise tout le temps le VAR, parce que dans ces cas-là, vous n'êtes plus arbitre. Si vous ne prenez jamais une bonne décision, il faut que ce soit quelqu'un qui vous dise, en fait, tu t'es gouré, il y a pénalty, il n'y a pas pénalty. Je trouve quand même formidable qu'on soit tous les ans, ça fait 12 ans que je fais cette émission, avant il n'y avait pas le VAR, et on discutait... Tu étais au courant que c'était la dernière année en plus. On discutait déjà des erreurs d'arbitrage. Mais on disait dans 10 ans, voilà, on en discutera encore. Alors Hugo dit oui, la sonorisation. Donc il faut en fait toujours aller vers plus de progrès qui ne nous garantit pas moins d'erreurs. De technologie, pas de progrès. C'est pareil, c'est les progrès technologiques. Il y aura toujours des erreurs, mais on les comprendra. C'est pas pareil. Ce qui nous crispe, c'est qu'on ne comprend pas. Ouais, non, mais c'est pas ça. Pardon, je vous interromps. C'est qu'il y a des erreurs. Et en fait, on voudrait complètement déshumaniser. Le foot est arbitré par des hommes. Les hommes commettent des erreurs. C'est comme ça. Et il faut les accepter. Mais ça suffira pas pour les gens. Mais ça suffit pas pour les gens, mais ça va pas leur suffire ou pas leur suffire. C'est le sport qui veut ça. Ça appelle des erreurs, il faut l'accepter, c'est tout. Oui, je suis d'accord. Et un entraîneur et un arbitre comme celui qui a arbitré Marseille hier. Marseille-Nice, il a commis des erreurs. Il a été sanctionné. Il ne va pas arbitrer la semaine prochaine. Attendez. Il y a un patron officiel, c'est Anthony Gauthier. On va vous montrer quelques photos. Juste faire une petite plongée. On ne va pas vous gaver avec ça, mais juste d'avoir un petit rappel et de se faire un petit fond de l'œil. Anthony Gauthier, sur la photo, on l'a entendu. Oui, c'est l'homme là en belle photo là qui est pas le plus chauve, on va dire. Et puis à droite, c'est quelqu'un qu'on connaît, Éric Borghini. Alors lors de la crise présidentielle avec Noël Le Graët, là, on se souvient de la phrase de Jean-Michel Aulas, ta gueule Borghini. Bon, Éric Borghini, il est au Comex, il est aussi président de la commission fédérale de l'arbitrage. Et le patron de l'un et de l'autre, c'est Éric Borghini. Promotion ou relégation, c'est lui qui a le dernier mot. Tanguy, justement, Éric Borghini, son est revenu dans l'actualité aujourd'hui. Mais l'information a été dévoilée, comme c'est un homme d'info. Un petit peu défloré, effectivement. C'était sur RMC, il a été interrogé chez nos confrères et il a expliqué effectivement que Jérémy Pignard allait être sanctionné. Aujourd'hui même, Anthony Gauthier a téléphoné à Jérémy Pignard pour lui dire clairement qu'il y avait au minimum 2 décisions qu'il a prises qui n'étaient pas attendues. Et il lui a indiqué que le prochain match qu'il devait faire lui a été retiré. C'est le président donc, de la Commission fédérale des arbitres, M. Borghini, qui a... Lesquels qui ne sont pas attendus? Le 2e carton jaune pour le Marseillais et le pénalty. Oui, voilà. C'est bien. Alors ça va faire une belle jambe du côté de Brest là, avec l'Esmelou. Parce qu'il voulait absolument que le carton soit enlevé à l'Esmelou la dernière fois. Non mais ils se rendent compte que ça fait beaucoup. Donc là, lui, il est sanctionné. Il y en a d'autres. Non mais il y en a d'autres qui auraient pu. Monsieur Vernis, il aurait pu être sanctionné aussi. Madame Frappard, elle aurait pu être sanctionnée. Voilà. Moi, c'est un effet d'annonce. Borghini, il a aussi fait une déclaration que j'ai trouvé catastrophique sur Frappard, où il a dit c'est quand même dommage qu'on n'ait pas une femme qui soit... Oui. Alors que... en prouvant par sa déclaration, en fait, que comme elle était dans le groupe 2,
elle aurait jamais dû faire des compétitions internationales et en fait il a prouvé qu'elle y était parce qu'elle était une femme par cette déclaration, discrimination positive. Et donc voilà, c'est juste de l'image en fait. Et sanctionner, moi je trouve que c'est bien de sanctionner un arbitre qui fait. Mais pas comme ça et pas le dire. Mais pas le dire. Pourquoi pas le dire? Pourquoi pas le dire? Pas le dire. Mais je trouve qu'il est. Mais surtout s'il est sanctionné, pourquoi Verratti ne l'est pas? Lui. Monsieur Borghini. Alerte, Julien. Il est avec nous. Non, Monsieur Le Sévillier. Monsieur Le Sévillier, qu'est-ce que vous avez à nous montrer? C'est la une de demain du quotidien à l'équipe qui vient tout juste de sortir. Voilà, l'OM à fond sur Paulo Fonseca. C'est la priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset.